Nichée dans le massif de l'Estérel, à quelques kilomètres seulement de la côte méditerranéenne, cette vallée semble aujourd'hui figée dans une quiétude absolue. Entre les parois rocheuses et le maquis, rien ne vient troubler la sérénité du paysage varois. Pourtant, sous cette apparence paisible, le vallon du Rérand dissimule les vestiges d'un drame qui a marqué le pays à jamais. Comment pouvait-on imaginer que ce simple ruisseau provoquerait la pire catastrophe industrielle de l'histoire de France ? Aujourd'hui, avec Jonathan, on a décidé de vous emmener dans un lieu qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est ici sur les lieux de la pire catastrophe industrielle de France. On va découvrir ça ensemble. Cette vallée, c'est le Rérand. Une vallée comme il en existe beaucoup dans le Var. Mais au début des années 50, ce vallon sauvage devient le théâtre d'un chantier colossal, mais pourtant vital pour la région. L'objectif est relativement simple. Dompter les caprices du Rérand pour garantir l'approvisionnement en eau potable de Fréjus et Saint-Raphaël en pleine expansion touristique. Mais également créer un immense réservoir d'eau pour irriguer les cultures et combattre les incendies ravageurs dans la région. Pour répondre à ces défis, le département lance des travaux en 1952. Un immense barrage. Durant 2 ans, des tonnes de béton sont acheminées au fond de ce vallon pour ériger ce qui doit être le joyau de l'ingénierie française à cette époque. Et ils vont choisir comme emplacement le site de Malpassé. Un nom qui, comme un sinistre présage, semble porter avec lui les germes de la tragédie. Ces blocs de béton armé, aujourd'hui dispersés sur plusieurs kilomètres le long du ruisseau, font partie de ce qui reste de ce projet. Certains d'entre eux pèsent plus de 600 tonnes. Ils ont été déposés ici avec une facilité déconcertante. Aujourd'hui, ils font partie des rares vestiges encore visibles de la catastrophe.
Et plus on avance, plus le poids de la tragédie se fait sentir. C'est ici, au milieu de nulle part, que l'inimaginable s'est produit. Et les restes de cette catastrophe sont terrifiants. Bienvenue devant les restes du barrage de Malpasset. Ce que vous voyez derrière moi, c'est tout ce qui reste d'un colosse de 60 mètres de haut. Et pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut s'arrêter sur les chiffres de ce géant. Le barrage de Malpasset était une voûte à double courbure, une prouesse de béton coulée directement dans la roche de la vallée. Pour sa construction, on a utilisé du béton vitré, une technique de pointe pour l'époque, garantissant une densité maximale. À sa base, l'ouvrage mesurait près de 6 mètres d'épaisseur. Mais plus on montait, plus il s'affinait pour n'atteindre qu'1,30 mètre à son sommet, sur une longueur de 222 mètres. Ce barrage était, à son époque, le plus fin d'Europe. Au pied du mur, une vanne de vidange d'1,50 m de diamètre avait été installée. Son rôle était crucial, permettre de réguler le niveau du lac en cas de forte pluie. Une sécurité qui s'avérera tragiquement insuffisante. Car derrière ce mur, c'est une mer intérieure qui s'était formée. Le lac de retenue s'étendait sur 4 km de long et couvrait 200 hectares. Au moment de la rupture, il contenait près de 50 millions de mètres cubes d'eau. Une masse pesant 50 milliards de kilos, suspendue à 60 mètres au-dessus de la plaine de Fréjus et retenue seulement par cette mince paroi de béton. C'est ici que tout aurait pu être évité. Mais malheureusement, cette vanne resta fermée. Le 2 décembre 1959, le barrage cédera par la pression de l'eau. Le barrage est terminé depuis 5 ans. L'eau monte de manière très progressive derrière ce mur, sur la surveillance de André Faro, gardien du barrage. Mais le ciel en décide autrement. Après 5 années sans problème particulier, des pluies diluviennes s'abattent sur le Var. En 15 jours, il tombe l'équivalent de 6 mois de précipitations. Le lac de retenue se remplit à une vitesse alarmante, bien plus vite que prévu. Le niveau monte, encore et encore, jusqu'à atteindre la cote d'alerte. L'eau commence à passer par-dessus la crête du barrage. Le gardien donne l'alerte, mais la décision d'ouvrir la vanne est refusée. Plus bas dans la plaine, un autre chantier d'ampleur est actuellement en cours. La construction d'un pont au-dessus du Réran. Il s'agit du chantier titanesque de l'autoroute A8. Si la vanne est ouverte, le chantier sera inondé. Après l'insistance du gardien, l'ordre est finalement donné d'évacuer le chantier de l'autoroute pour permettre l'ouverture de la vanne. Les ouvriers mettront 30 minutes pour sortir les machines de chantier du fond du ruisseau. Finalement, à 18h30, la vanne est enfin ouverte. Mais il est déjà trop tard. Ses dimensions insuffisantes n'arrêtent pas la montée de l'eau. Un craquement sourd se fait entendre dans la vallée. Sous la poussée des 50 millions de mètres cubes d'eau, le barrage cède. En quelques secondes, le mur explose, littéralement. Une vague de 40 mètres de haut s'élance dans la vallée du Réran. C'est un mur d'eau, de boue et de débris qui dévale la pente à 70 km/h. Sur son passage, elle ne laisse aucune chance. Le poste du chantier, le pont, les maisons, tout est pulvérisé instantanément. La ville de Fréjus, quelques kilomètres plus au sud, est calme. Ce soir-là, à la télévision,
L'émission La Piste aux étoiles présente le spectacle du cirque Zavata. Tout le monde est assis devant leur poste pour suivre ces aventures mensuelles qui rassemblent quasiment tout le pays à chaque diffusion. Soudain, l'électricité se coupe. Les habitants sortent de chez eux pour comprendre ce qu'il se passe, mais plongés dans l'obscurité totale, ils ne voient pas le danger approcher. La vague finit par déferler et traverser la ville du nord au sud, emportant des centaines d'habitants. Ce n'est plus qu'un paysage bouleversé, des étangs nivelés par la catastrophe, des maisons éventrées, des amas de débris enchevêtrés, des flaques de boue qu'offre aujourd'hui la campagne de Fréjus. La voie ferrée a été soufflée sur 1600 mètres, endommagée sur 2500. Quant aux routes, elles sont coupées parfois sur plusieurs centaines de mètres. Tel est le premier bilan matériel de la catastrophe dû à la rupture du barrage de Malpasset. C'est en pleine nuit que se produisit la tragédie. Les 50 millions de mètres cubes d'eau retenus dans le lac long de 10 km ont déferlé comme un mur de 5 mètres de haut à travers la vallée à la vitesse de 70 km à l'heure. En 7 minutes, tout était consommé. On imagine l'horreur du drame. Jusqu'au faubourg de Fréjus, la vallée du Réran n'est plus qu'un no man's land sans forme et sans vie. Car si les dégâts matériels sont énormes, ils ne sont rien en comparaison du désastre humain. On évalue jusqu'ici à 300 le nombre des morts. Mais cette évaluation risque fort d'être largement dépassée par la réalité. Des fleuves de boue, des ruines accumulées, et même de la mer où ils ont été emportés par le flot dévastateur, on retire en effet à chaque instant un nouveau cadavre. Fréjus n'est plus que le nom d'un drame. Au petit matin, le paysage est méconnaissable. La vague a fini sa course dans la Méditerranée, laissant derrière elle une plaine dévastée. Le bilan est terrifiant. 423 morts, dont 135 enfants. 7000 familles sans abri. À cela s'ajoutent des dizaines de disparus, emportés au large ou ensevelis à jamais sous les limons de la plaine. Le bilan matériel, lui, est considérable. 951 immeubles sont touchés, dont 155 entièrement rasés. Plus de 1000 hectares de terres agricoles détruits, 2,5 km de voies ferrées arrachées, 12 km de routes volatilisées, 471 véhicules détruits. Et combien de personnes habitaient cette ferme le soir du drame? Dans les deux fermes, il y avait 17 personnes. Il en reste? Il en reste 2. Votre frère et moi-même. Où vous trouviez-vous personnellement, monsieur Méro, au moment du drame? J'étais couché au premier étage. Dans quelle chambre? Dans la chambre où il reste 2 meubles. Le lit était sur la partie du plancher qui a disparu? Sur la partie qui tombait, oui. Vous dormiez? Je dormais, j'étais réveillé par la façade qui est tombée. Et alors que s'est-il passé? Vous avez eu le temps de sortir de votre lit? J'ai eu le temps de descendre du lit. Je suis allé à côté, voir si mes parents étaient dans les chambres. Il n'y avait plus rien. Où se trouvaient vos parents? Mes parents étaient en bas. Ils regardaient la télévision. Et alors que s'est-il passé à ce moment-là? Il paraît qu'il y a eu une coupure de courant. Ils sont sortis dans le couloir et ils ont été pris dans l'eau. Et votre frère? Mon frère était avec eux. Et votre frère, cependant, n'a pas disparu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été emporté par l'eau, puis il s'est raccroché à un arbre devant la maison. L'un des platanes qui est devant la maison. Il s'est accroché à un cyprès. Et des cyprès, il a réussi à revenir sur le platane. Et il a passé toute la nuit sur ce platane? Toute la nuit, oui. Vous aussi, vous êtes venu le rejoindre? Je suis venu le rejoindre après. Face à l'ampleur du désastre, un élan de solidarité exceptionnel se met en place. L'armée française est mobilisée en urgence, rejointe par les troupes américaines basées en Europe. Des hélicoptères, des engins de chantier et des millions d'hommes fouillent les gravats à la recherche de survivants. Mais au-delà de l'aide matérielle, c'est le monde entier qui se tourne vers le Var. Des dons affluent de partout pour ce que l'on appelle alors la solidarité Fréjus. Dans les décombres, les secouristes travaillent jour et nuit dans des conditions atroces. Il faudra des mois pour nettoyer la plaine et des années pour reconstruire. Mais pour beaucoup, le plus dur reste l'incertitude. Entre les corps non identifiés et les disparus emportés vers la mer, le deuil semble
impossible. Mais étrangement, cette catastrophe n'est pas due au barrage en lui-même. Le responsable se trouve juste à côté. La roche sur laquelle le barrage était appuyé n'était pas assez solide pour supporter la pression de l'eau. C'est donc la falaise qui a cédé, entrée dans la rupture du mur. Dans les années qui suivent, un procès hors norme va s'ouvrir pour essayer d'identifier les responsables de la catastrophe. Et à l'issue du procès, le verdict sera terrible. Le responsable, c'est la fatalité. Personne ne sera jugé responsable pour cette tragédie. Aujourd'hui encore, en 2026, la catastrophe de Malpasset est considérée comme la pire de l'histoire industrielle française. Aujourd'hui, le Réran a retrouvé son lit d'origine. Il s'écoule, paisible, entre les blocs de béton que la végétation finit doucement par recouvrir. Pour le randonneur de passage, Malpasset n'est peut-être qu'une ruine spectaculaire de plus, un vestige d'architecture perdu au milieu de nulle part. Mais pour ceux qui s'arrêtent et qui écoutent, le site raconte une histoire, celle de l'orgueil humain face aux forces de la nature, et celle d'une ville qui a dû se reconstruire sur un champ de larmes. Malpasset reste un mémorial à ciel ouvert, une cicatrice indélébile dans la roche de l'Estérel qui nous rappelle que si l'homme peut bâtir des géants, il ne pourra jamais tout à fait dompter les éléments. En quittant la vallée, on ne voit plus le paysage de la même manière. Car derrière la beauté sauvage de ce décor, l'ombre du barrage plane toujours, gardienne silencieuse de la mémoire des 423 victimes de cette nuit de décembre.